Merci à tous d'être là. On est complet, on est ravis. Ça va durer jusqu'à 14h55. On prévoit des questions-réponses à partir de 14h45 pour que vous ayez le temps de participer. Donc, je suis ravi d'accueillir Marie Bisset, directrice de la rédaction de Combini. Bonjour Marie. Bonjour Aurélien. Et Rémi Bizine, donc, que vous connaissez, reporter chez Brut, mais maintenant aussi rédacteur en chef des formats courts, c'est ça Rémi? C'est ça depuis la rentrée, ouais. Bonjour. Super. Et donc on va parler aussi ici de comment informer efficacement sur les nouveaux réseaux à l'heure de la TikTokisation des formats. C'était un peu long comme titre, mais on va parler court et des formats courts. Quelques chiffres pour commencer. Et je ne vais pas vous en donner beaucoup, mais voilà, TikTok, c'est 1 milliard d'utilisateurs. Ils ont mis 4 ans pour y arriver. C'est 2 fois plus vite que les autres plateformes, 2 fois plus rapide. YouTube annonce avec ses shorts 1,5 milliard de vues par mois pour les utilisateurs logués, donc les shorts qui sont aussi qui est le format court de YouTube. Instagram annonce 45% d'engagement, c'est-à-dire qu'il y a 45% des comptes sur Instagram qui interagissent avec des Reels. Sur Facebook, c'est le format le plus engageant qui monte le plus actuellement. Et Facebook mise aussi beaucoup dessus, on va en reparler. Et Snapchat a aussi un format qui s'appelle Spotlight, avec 300 millions d'utilisateurs actifs qui marche très fort aussi. Pour les définir rapidement, je crois qu'on peut se mettre d'accord. On va se mettre d'accord sur la définition de ce qu'on appelle les formats à la TikTok. Des vidéos courtes, verticales, de 60 secondes environ. C'est comme ça que vous les définiriez? Exactement comme ça. À peu près, ouais. Bon, un petit peu 60 plus secondes maintenant. moins. Ouais, on va parfois jusqu'à une 30, mais c'est vrai qu'on reste sur un focus. Nous, en tout cas, à Combini, on reste sur un focus 60 secondes. Notamment parce que c'est ce qui passe partout et qu'on pourra les poster ensuite sur YouTube Short et sur Facebook. Voilà, sur YouTube Short, il y a une limite de 60 secondes. Sur Spotlight de Snapchat également. Insta Et Facebook aussi 60 secondes et Instagram 90 depuis voilà. quelques mois. Ouais. C'est ça, ouais. Donc ça reste court, entre 60 secondes et 1 minute 30 et ça s'allonge. Comment vous les appelez entre vous dans la rédaction quand vous faites ces nouveaux formats courts verticaux? Alors, je pense que nous, c'est assez révélateur parce qu'on parle de Reels. Quand on parle des formats courts, très rapidement, on dit Reels. On utilise un outil qui s'appelle Airtable. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est un outil pour gérer toute la production vidéo. Et ça s'appelle des Reels. Tous nos formats courts. Reels, c'est l'appellation d'Instagram plutôt. C'est l'appellation d'Instagram. Rémi, vous les appelez comment entre vous? Alors il y a la team des formats courts, mais on dit Reels aussi. Ouais. C'est vrai que c'est un peu rentré dans l'usage quotidien. Ouais. Ok, super. Donc bobine en anglais. Et comment vous les distinguez, Marie? Je crois que vous distinguez les formats VOD des formats feed. Vous pouvez nous expliquer cette petite différence aussi dans l'interaction qu'on a avec ces formats courts? En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on va de plus en plus soit vers du format court ou du short, soit vers du long et qu'on appelle nous VOD, et que les formats un peu entre deux, mais je pense qu'on va en parler, les formats 3 minutes qui avait été un format un petit peu imposé par Facebook. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais ceux-là, on est peu en train de les abandonner, et donc on passe à 2 formes, même s'il en restera, mais qui soit du long, avec la volonté de faire du long quali, avec beaucoup d'engagement, et puis de créer de la communauté autour de nos formats longs, et le court qui vise plus à nous raconter en permanence, quoi. Et tu peux nous expliquer juste la différence? Est-ce que vous faites une différence, je crois que tu me l'avais dit, entre les formats sur lesquels tu vas cliquer, donc le format VOD, et le format qui apparaît dans un feed automatiquement, le format scroll ou le format que tu vas chercher versus le format qui t'arrive en pleine face. Effectivement, c'est un petit peu les mêmes. C'est comme ça qu'on y arrive. Et plus on va vers du scroll, plus c'est court, et plus on va vers du VOD, plus c'est long. Il y a une différence chez Brut aussi entre les formats qui t'arrivent dans un feed, dans ce fameux tunnel d'utilisateurs de conversion. Oui. Que les formats VOD où tu vas cliquer sur la flèche? En gros, à Brut, la réflexion, ça a été quand on a vu que les formats courts étaient en train de prendre une place importante avec les Reels, TikTok était en train de monter en puissance. Il y a une équipe dédiée qui a été créée. On a embauché des gens pour ça. Et ça n'a pas non plus fait qu'on a nié le reste. C'est-à-dire qu'on continue à faire des reportages longs, on continue à faire des décryptages de 3, 4, 5 minutes. Donc en gros, ce qui est format court aujourd'hui, c'est plutôt un arc en plus dans ce qu'on fait à Brut par rapport à avant, quoi. C'est des gens qui... Il y a une équipe dédiée de plusieurs personnes qui sont de 3 et d'autres personnes qui veulent participer parce que on est une rédaction qui est assez hybride, c'est-à-dire que quelqu'un peut faire un format court un jour, faire un reportage le lendemain, faire un décryptage un jour ou un documentaire plus tard. L'idée, c'est qu'on touche un peu à tout, quoi. Tu parles d'un basculement où tout d'un coup vous avez investi dans ces formats courts, TikTok, Insta, Snap aussi depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quel moment vous avez fait le basculement, vous avez commencé à investir dans des formats courts avec une équipe dédiée? Alors,
Vas-y. Bon, nous, on est sur TikTok depuis le tout début de la plateforme, donc en 2019 en France, mais c'est vrai qu'on a tous senti, et je pense que chez Brut aussi, que l'année dernière, c'était en train de basculer complètement. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle on parle de Reels quand on parle de format court, c'est qu'on a senti ce basculement quand Instagram, par son algorithme, a commencé à favoriser le format court. Ce qui, en fait, nous a un peu mis dans une position de devoir accélérer beaucoup tous sur le sujet. Et moi, franchement, ça a commencé à l'automne, il y a 1 an, et en janvier, c'était bien enclenché. On savait qu'il fallait pouvoir produire beaucoup plus rapidement du court. Ce qui a changé, en tout cas chez nous, la chaîne de production, beaucoup, quoi. On est à peu près dans les mêmes timings, c'est-à-dire qu'on a investi TikTok au moment du lancement de la plateforme, ou en tout cas au moment où elle a commencé à exploser en France, mais on était sur un contenu court par jour, et c'est vrai qu'on a vu cette bascule fin 2021, où Instagram a vraiment, quasiment du jour au lendemain, vraiment basculé son algorithme. Pour moi, c'est dans les 6 ans que j'ai pu faire à Brut, le changement le plus radical que j'ai pu voir du jour au lendemain. C'était d'une semaine à l'autre, vraiment, on a fait, ok. Ouais. Voilà. Et du coup, on a dû s'adapter avec les équipes, réfléchir comment investir sur cette nouvelle plateforme, parce que, je veux dire, l'algorithme change, mais c'est aussi des nouvelles écritures. Donc, comment on écrit nos formats ? Est-ce qu'on les incarne ? Est-ce qu'on met des cartons ? Est-ce qu'on met des voix off ? Donc, on a eu un peu de balbutiement, ce qui est normal. Enfin, je veux dire, on teste, et puis après, au bout de quelques semaines, on trouve un peu notre rythme. Et aujourd'hui, on l'a depuis à peu près 1 an dans les formats et aussi dans les embauches, puisqu'on a vraiment recruté une équipe dédiée à ça. Et pour ma chapelle, petite parenthèse, je suis rédacteur en chef vidéo du Parisien, je ne me suis pas présenté, pardon, Aurélien Viers, et on est maintenant 20, 22, et on a lancé une équipe dédiée aussi en septembre 2021, donc dans le même timing. On a plus de dominantes chez nous avec un TikToker, un Instagrammeur, quelqu'un pour Facebook par exemple, et pour Snap aussi. Est-ce que chez vous aussi ça se découpe avec différentes équipes, des spécialités ? Il y a un TikToker. Plutôt par format que par plateforme, c'est-à-dire qu'on a plutôt le format long, un format moyen, un format court, et ensuite on distribue sur les plateformes en fonction de ce qui est privilégié, mais on part plutôt de nous plutôt que d'avoir une personne par plateforme. Je sais que c'est différent un peu partout. Par exemple, Tataki, qu'on commence à bien connaître à Combini, j'imagine que Suisses, vous connaissez bien Tataki. Eux, ils ont vraiment ils ont une équipe TikTok hyper dédiée. Voilà, nous on... T'as plutôt une équipe long et court, c'est ça ? Ouais, nous on a c'est plutôt par format, quoi. Et chez Brut ? Alors, à la base, on a des équipes dédiées, mais en fait, on se dit que tout le monde peut avoir des bonnes idées. Et c'est vrai que le matin, en conférence de rédaction, on peut avoir un reporter qui est plutôt sur les formats longs reportages, qui peut nous dire aujourd'hui, j'ai une très bonne idée de Reels. Alors, soit pour nous la transmettre et on s'en occupe nous-mêmes, ou soit pour l'incarner. Donc, en soi, vraiment, tout est possible. Et c'est vrai que des fois, ça m'est arrivé, même dans la propre équipe des formats courts, d'avoir quelqu'un qui a une idée de reportage, on lui dit, vas-y, va tourner. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en tant que journaliste, on a aussi envie d'avoir des expériences différentes, de toucher un peu à tout. Et puis, je pense que c'est aussi pour le confort des salariés, c'est-à-dire de se dire... c'est vrai que des fois, si on fait qu'un truc, on peut peut-être être lassé. Parfois, on peut faire aussi autre chose. Et ça permet aux journalistes de toucher un peu à tous les formats différents que Brut propose. Et c'est vrai que ça a ouvert vachement, je trouve, enfin, en tout cas, nous aussi, à la rédac, ça a ouvert un truc qui était peu présent avant, effectivement, de beaucoup plus de possibilité de faire des choses différentes. Nous, on a même on a une équipe diffusion qui est l'équipe des CM et tout, qui produit énormément de reels aussi, enfin qui produit énormément de formats courts. Il y a beaucoup plus de conversations en fait qu'avant sur tous ces formats-là, puisque comme ils sont quand même plus faciles à produire et plus rapides à produire, il y a quelque chose un peu plus organique qui s'est mis en place. Et c'est vrai que sur l'écriture aussi, on a tous un peu balbutié, mais ça a été un truc que je trouve, moi, je comprends que ça puisse être frustrant de se dire on doit s'exprimer en 1 minute, mais que je trouve assez intéressant de ce que ça a développé très vite chez les gens, de devoir se rentrer dans ce format de 1 minute pour raconter un truc qui tienne la route et qui soit pas trop sommaire ni caricatural. On va parler des formats, de ce qu'on met dedans et des différents types de formats. Juste, on parle beaucoup de TikTok en ce moment. Quelles sont vos priorités éditoriales ? Est-ce que vous avez des priorités par plateforme ? Est-ce que vous misez tout sur, ou la majeure partie sur TikTok, sur Insta, sur les Reels de Facebook, sur Snapchat ? Est-ce que vous avez des priorités ou c'est plutôt on va lancer des formats courts partout ? Il y a une réflexion à chaque contenu qu'on produit de se dire est-ce qu'on le poste sur toutes les plateformes ou pas. C'est-à-dire que par exemple, on voit que sur Twitter, les Reels ne sont pas toujours très bien reçus parce que c'est pas la plateforme qui est adaptée à ça. Et après, il y a des réflexions en fonction de l'audience. C'est-à-dire qu'on voit des fois qu'il y a des sujets où les gens réagissent très bien sur TikTok et sur Instagram, vous pouvez avoir un rejet de la communauté, mais des commentaires plus négatifs. Et donc l'idée, c'est toujours de suivre les commentaires des gens parce que c'est ce qui nous guide. On est là pour informer le public, donc leurs retours sont extrêmement précieux. Et à plein de reprises, on voit des fois sur Instagram, on se dit
peut-être qu'il faut le faire légèrement différemment. Donc on va essayer de réadapter. Ou des fois, il y a des sujets, on se dit que c'est destiné à une audience beaucoup plus jeune, donc TikTok, Insta, et on va peut-être pas le mettre sur Facebook. Ou inversement, des fois, voilà, si c'est des trucs plutôt pratiques de la vie quotidienne. Après, il y a quand même une majorité qui est postée sur l'ensemble des plateformes, avec Twitter de moins en moins, parce qu'on voit que ça réagit pas forcément, et en plus, en termes de statistiques, c'est anecdotique par rapport au nombre de vues sur les autres plateformes. Mais globalement, sur toutes les plateformes, avec une réflexion sur certains sujets. Exactement pareil. On a tendance à mutualiser, mais il y a des choses qu'on sait qui sont plus faites pour TikTok. Et il y a un truc assez rigolo quand même, c'est de voir que ce qui fonctionne sur Facebook fonctionne sur TikTok. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contenu qu'on va labelliser boomer dans notre production qui cartonne sur TikTok. Et quand on s'en est rendu compte, ça nous a fait beaucoup rigoler. Et puis c'est de plus en plus vrai. C'est-à-dire comment vous l'analysez? Est-ce qu'il paraît que le public de TikTok vieillit aussi Je pense qu'il y a un vieillissement du public. Et puis je pense qu'il y a une forme de la part peut-être une génération plus jeune de nostalgie par rapport à des programmes télé avec lesquels ils ont grandi, par exemple, ou des choses comme ça. Il y a deux choses qui se jouent un petit peu, je pense. Ah ouais, moi, je dirais que l'audience de TikTok est moins jeune que ce qu'on va lui faire dire. En réalité, on se rend compte que des sujets TikTok, Facebook vont parfois très bien marcher sur les deux plateformes, parce qu'il y a des audiences qui sont parfois similaires. Je me souviens beaucoup, pour l'avoir couvert en 2018, de la France rurale avec le mouvement des Gilets jaunes qui était né sur Facebook. On la retrouve aussi beaucoup sur TikTok. C'est-à-dire cette France rurale, des territoires, qui est parfois aussi, quand on voit des extraits d'anciennes émissions et autres, ça marche énormément. Nous, on a un format, c'est le format brut TBT. Donc on revient, des fois on diffuse des extraits de l'INA des années 90-2000. Et ça cartonne. Le public de Facebook a quand même un petit peu vieilli, on peut le dire. Donc, je le mettais un peu à l'autre bout du spectre. TikTok, non, c'est Facebook, assez marrant. Il y a vraiment une convergence sur certains sujets. Effectivement, les TBT, je suis pas étonnée du tout que ça fonctionne. Nous, on a un truc qui s'appelle À l'ancienne, qui est un petit peu dans le même genre. Et effectivement, on voit que c'est souvent très bien reçu sur TikTok. Et juste pour finir sur le côté un peu stratégique, pourquoi y aller? C'est pour toucher des nouvelles cibles, être là où ça se passe. Pourquoi aller sur TikTok? Ouais, par exemple. Et les nouvelles plateformes et les formats courts, pourquoi y aller sur Shorts, sur Insta, sur... Nous, on va là où notre audience est, et notre audience, elle est là. Donc, il n'y a même pas de question de est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Il y a un moment où vous avez mis le paquet sur TikTok, on a l'impression, Brut, non depuis un an à peu près. On voit que vous, quoi. On essaye, mais après, c'est une réflexion qu'on a. C'est-à-dire depuis le lancement de Brut, c'est-à-dire que si on se... en fait, toutes les semaines, on se remet en cause, et il y en a qui disent mais vous êtes un peu parano, pourquoi vous êtes tout le temps à se dire c'est quoi les nouveaux usages, etc. Mais en réalité, si on avait la même réflexion qu'il y a 6 ans aujourd'hui, on serait mort. Même 6 mois. Ouais, ou même 6 mois, 1 an, 2 ans. Parce que ça va très vite, il y a des nouveaux usages, il y a des nouveaux formats. Le public aussi évolue ses modes de consommation de l'information. Et si on ne va pas vers eux, ils vont aller vers d'autres. Parce qu'eux, ils vont s'adapter. Donc nous, notre travail, c'est tout le temps de nous adapter à ce que les gens veulent. Enfin, je veux dire, en tant que journaliste, je pars toujours du principe, on travaille pour les gens qui regardent nos vidéos, et donc il faut s'adapter à leurs demandes. Donc on réfléchit tout le temps à ça au quotidien. Et on a vu... sur la fin du confinement, l'un des confinements 2021, où TikTok a vraiment explosé à ce moment-là. Et donc, il y a une audience importante qui est là-bas. Il faut y aller, réfléchir à l'écriture. Parce que je me souviens que quand on est arrivé dessus, il y a des gens, même des journalistes avec qui je discutais, en disant « Ouais, on va se lancer sur TikTok. » Enfin, en tout cas, on était déjà depuis 2019, mais on va s'y mettre à fond. Et des gens nous disaient « Mais vous êtes sérieux d'aller faire de l'info là-dessus? C'est juste des gens qui dansent, c'est des trends, etc. » Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, l'info sur TikTok, ça marche super bien. Et on voit... nous, on est un peu moins info quand même, on est plus société quand on parle d'informations sur Combini, on n'est pas très breaking news et tout, mais on le voit que ça cartonne. Et d'ailleurs, ce que je pense, c'est qu'il y a eu toute une époque où TikTok n'était pas tout à fait mûr pour les médias. C'est-à-dire que nous, quand on est arrivé sur TikTok, on produisait du contenu un peu en mode... créateur de contenu, et on avait l'impression que si on se mettait en position média, tout de suite on rebutait un petit peu les gens. Et puis il y a eu un basculement, je dirais pareil, l'année dernière, où tout d'un coup, en fait, c'est devenu même un peu cringe de faire du Combini producteur de contenu alors qu'on est un média et que tout le monde le sait. Et là, on a pu avoir une position de média beaucoup plus affirmée en disant, voilà, on est un média et vous venez nous regarder en tant que média et pas en tant que mec qui va reprendre la dernière trends ou faire la dernière choré TikTok, quoi. Et puis, il y a aussi une réalité, c'est la plateforme qui a envie que les médias investissent TikTok. C'est-à-dire que TikTok est dans une recherche de crédibilité, dans une recherche aussi de monétisation. Et pour monétiser, il faut vieillir son audience. Donc pour eux, ils veulent aussi justement avoir des sujets d'actualité, etc. Parce que quand eux vont se diriger vers des annonceurs, ils ont envie de montrer qu'il n'y a pas simplement des trends, il y a aussi des sujets très sérieux qui sont évoqués.
Donc c'est une adaptation à nous en tant que médias à avoir à la plateforme, et c'est aussi de se dire que ces plateformes-là ont besoin aussi d'avoir ces contenus qui crédibilisent ces réseaux. Alors justement, qu'est-ce qu'on met dedans? On va passer sur les formats, comment on écrit en 60 secondes, 90 secondes. Est-ce qu'on peut informer efficacement? Quel type de format vous faites? J'ai l'impression que vous êtes quand même beaucoup sur l'actu chaude. Vous pariez sur le fait que cette nouvelle cible, le public de TikTok et des autres plateformes, va découvrir l'info via TikTok, quoi, via le TikTok de Brut, quoi. Oui, parce que on part d'un principe, c'est qu'aujourd'hui, le média télé a une audience vieillissante d'année en année. C'est-à-dire que quand on prend la moyenne d'âge des gens qui regardent le journal de 20 heures, ça vieillit d'1 an à chaque fois. Donc en gros, c'est l'audience qui suit le journal de 20 heures à chaque fois. Et on part d'un principe, c'est que la nouvelle génération, elle a envie de savoir ce qui se passe dans le monde. C'est pas parce qu'elle regarde pas le journal de 20 heures ou BFM qu'elle a pas envie de savoir ce qui se passe. Au contraire, avec toutes les crises successives qu'on vit ces dernières années, que ce soit celle du Covid, de la guerre en Ukraine, de tout ce qui se passe pour les étudiants en ce moment, on parle par exemple beaucoup des sujets en lien avec la précarité étudiante, les annonces qui leur sont réservées, c'est hyper important qu'on puisse être réactif pour leur donner cette information-là. Donc on mise beaucoup sur l'actualité chaude, mais pas que. Enfin, c'est vraiment un écosystème global. Il y a quoi d'autre qu'on peut faire en 60 secondes ou 90 secondes? Vous faites quoi? Il y a plein de choses, parce qu'en fait, le 60 secondes, 90 secondes, des fois, on l'explose, en fait, parce que TikTok, en fait, avait réservé ses formats d'1 minute 30 il y a encore 1 an, et maintenant, c'est 10 minutes. Et on se rend compte que des fois, on fait des formats qui durent 2-3 minutes, et ça marche très, très bien. Et que même la plateforme, je serais tenté de dire, a parfois tendance à vouloir les pousser un petit peu plus en ce moment. Donc on s'adapte à ça, et avec l'humilité aussi de se dire qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire en 60 secondes. Enfin, c'est sûr qu'on ne va pas faire un Reels pour résumer le conflit israélo-palestinien. Voilà, il y a des choses qui marchent en 60 secondes. On peut très bien résumer, comme hier, le format avec le brassard One Love qui a été... où 7 pays ont décidé de ne pas le mettre. On peut se dire qu'en 60-90 secondes, on peut le faire. Et d'autres choses, on le réserve en format long. Marie, vous faites quoi en 60 secondes ou 90 secondes? En 60-90 secondes, c'était une question qu'on s'est donc beaucoup posée cette année. Alors c'est vrai que du coup, nous, on est moins breaking news que Brut, et on le fait sauf événements comme présidentiel, etc. On ne se met pas trop cette pression-là, mais qui par ailleurs est vraiment très... effectivement, on en a parlé ensemble, Aurélien, mais quand tu vois que TikTok est utilisé comme moteur de recherche par beaucoup de personnes des générations plus jeunes, évidemment qu'il faut qu'ils puissent trouver cette information-là. Mais nous, c'est vrai qu'on a quand même une identité un petit peu plus pop, un petit peu plus société. Et du coup, ce qu'on fait en 60 secondes, en tout cas côté pop, on a inventé des formats d'interview en 1 minute très ludiques, très un peu gamifiés. Voilà, où l'idée c'est que les gens ils aient envie de jouer eux aussi quand ils les regardent. Et donc ça, c'est des formats qu'on a vu très très bien marcher ces derniers temps. Et vous avez tué des formats longs pour faire plus de formats courts imaginatifs, c'est ça? Et en plus, je trouve que ça pousse un petit peu à la créativité, parce que pour rentrer un peu dans les détails, on a des formats tels que Secret de tournage, ou des formats qui s'adressaient aux artistes, etc., qui étaient des suites d'histoires. Et en fait, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que pour TikTok, comme pour les Reels, etc., il te faut un format, une histoire. Tu peux pas raconter 8 histoires, et ça vaut pour la news aussi. Et je pense que tu peux raconter qu'un seul truc bien. Et du coup, on a créé nos formats comme ça. Donc un Fast and Curious, par exemple, que vous connaissez, ça peut s'adapter en 1 minute. Mais après, on a créé des trucs qui vraiment marchaient en 1 minute. Il y a le top 1 ou l'interview décalée pour les artistes. Mais ça, c'est vraiment à but rigolo, quoi. On n'apprend pas énormément de choses. Et côté plutôt news, société, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut expliquer de manière drôle et ludique en 60 secondes. Et effectivement, on ne rentre pas dans le conflit israélo-palestinien en 1 minute sur TikTok. En revanche, on fait des vrais choix éditos parfois, de se dire, là, la semaine dernière, on avait un homme qui témoignait... On a des sujets très morts en ce moment. Il y a un homme qui témoignait sur le fait qu'il était en fin de vie et qu'il avait décidé de choisir de mourir. Ça ne nous rapporte rien de le mettre sur TikTok. Honnêtement, c'est pas très bon pour nous. Nous, ça, c'est un choix édito de dire... c'est un vrai beau témoignage de 10 minutes et on le met sur TikTok. Et pareil, on a eu un débat sur l'euthanasie que je trouvais vraiment de très bonne qualité, qu'on a posté sur YouTube, mais on l'a aussi mis sur Instagram et sur TikTok en format long. Vous avez mis des extraits plutôt? Non, format long. Sur un truc comme ça, je pense qu'il y a des fois où tu peux pas réduire effectivement un discours à 1 minute. C'est trop... c'est trop dangereux pour le discours qui est porté. Et dans ces cas-là, c'est un choix éditorial de dire non, là, on va perdre en visibilité clairement, mais pour ce sujet-là, on met les 10 minutes. Quoi. En tout cas, c'est intéressant ce que vous disiez sur les 2-3 minutes, parce que ça s'est ouvert à 10 minutes. Au début, on a commencé à mettre des vidéos beaucoup plus longues qui n'ont pas du tout marché sur TikTok et sur Insta. C'est un peu pareil aussi. Le taux de complétion est apparemment important.
Et est-ce que ça change un peu la manière d'écrire? On a discuté, Marie, l'accroche est quand même très importante. Qu'est-ce que vous surveillez beaucoup dans la vidéo? C'est l'accroche, le début de la vidéo, le rythme, la fin, la durée? Qu'est-ce que vous regardez un petit peu sur ces Franchement, nouveaux sur formats? 60 secondes, tu peux tout vérifier de près. C'est-à-dire que tu as le temps de te concentrer sur ta vidéo en entier. Alors, évidemment, les 3 premières secondes, on le sait, vu que c'est du scroll, ils sont vraiment primordiales. Et il faut avoir la bonne balance entre ton éthique, le fait de ne pas survendre ta vidéo et le fait que tu veux raconter un truc intéressant et tu veux que les gens s'y intéressent, donc reste là. Et derrière, nous, il n'y a quasiment plus une seconde de perdu dans nos vidéos et dans nos... Vous faites attention au rythme. C'est le rythme, on est un peu... Enfin voilà, on est très très exigeant là-dessus et il n'y a plus de vide, il n'y a plus de blanc. Par exemple, c'est con, avant, mais on avait des panneaux questions qui arrivaient pendant les interviews. Ça n'existe plus. Tout doit s'enchaîner parce que malheureusement, l'attention fait que si tu laisses les gens 3 secondes sans rien leur montrer, ils passent à la vidéo d'après. Rémi, C'est une question de... Alors, le début, c'est vraiment la base. C'est hyper important. Donc, c'est-à-dire que le premier carton doit être impactant, mais en même temps, il doit être respectueux des gens. C'est-à-dire que voilà, c'est comme le titre d'un article sur la presse écrite. C'est-à-dire, par exemple, dans Le Parisien, si vous mettez un titre qui met trop de choses par rapport à ce qu'il y a dedans, c'est déceptif et on trahit un peu la personne qui nous regarde. Et donc, il faut trouver le bon équilibre en ayant un titre qui donne envie aux gens de regarder, tout en étant respectueux des gens, parce que je pense que le lien de confiance avec les gens qui nous regardent, il est vraiment basé sur ça, sur le titre. Parce que si vous faites un titre qui est très décalé ou qui survend le truc, derrière, les gens ils vont pas envie de regarder les autres vidéos. Et par la suite, vous allez le payer par la suite. D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de titre parce que vous deux, les deux médias, vous mettez des titres sur vos débuts de vos vidéos. Je crois que Marie, vous avez fait des études poussées de data analytics pour montrer qu'en fait, on accrochait un petit peu plus et c'était important, comme dit Rémi. En tout cas, on a fait des essais. On n'a pas tellement poussé des data, mais on a fait des essais. On a genre des règles hyper précis sur comment tu fais ton titre, comment tu as la personne derrière, etc. Après, tout le monde ne les respecte pas, ces règles, mais en tout cas, ça a été énormément. Et pourquoi un titre écrit alors au début de la vidéo, c'est important, comme on le voit chez Brut aussi? Pourquoi un titre écrit au début? Parce que les gens, ils les voient en une demi-seconde versus la vidéo qui démarre et oui, il y a 3 secondes pour avoir la première phrase. Franchement, c'est aussi simple que ça. Et tu vois aussi, tu vois ce sur quoi tu vas arriver, c'est ça que tu disais, Rémi, c'est-à-dire que tu annonces la couleur, tu dis, ça doit être immédiatement compréhensible, oui. On sait sur quoi... La réalité, il faut se dire que les gens n'ont pas le temps. Quand ils allument leur téléphone, enfin quand ils vont sur un réseau, ils ne vont pas sur un réseau pour voir Combini au Brut, ils vont sur un réseau pour voir tout, y compris ça. Et déjà, peut-être tous les sujets qu'on va faire ne vont pas les intéresser, donc ils sont en train de scroller, et à un moment donné, ils vont voir, ah tiens, Brut a fait ça, ça peut m'intéresser. Le titre... ce sujet-là, ça m'intéresse pas, au moins ils sont vite fixés. Mais le titre, il est important parce que c'est ça qui va capter les gens, parce qu'ils vont comprendre derrière le sujet qui va être traité, ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et maintenant, c'est tout dans un quart de seconde quasiment, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça arrive par surprise, quoi. Ce qui a changé d'autres plateformes, c'est qu'on n'y a pas de recommandations. Vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber sur la prochaine vidéo, quoi. Donc, vous devez savoir sur quoi vous allez tomber, quoi. Tout a changé. Enfin, c'est-à-dire qu'on se dit, il y a 10 ans, on était dans une écoute passive. Quand on allumait sa télé, on mettait une chaîne, on regardait, et alors que là, c'est l'utilisateur qui a le contrôle. Beaucoup plus. Alors on peut changer de chaîne, mais on change moins de chaîne que ce qu'on scrolle. Enfin, je veux dire, on doit scroller chacun des centaines de vidéos par jour. Donc il y a un vrai travail là-dessus de comment c'est capter les personnes, mais en même temps, tout en leur apportant de l'info dès le début, quoi. Et il y a des vrais choix éditoriaux, là encore, où parfois tu privilégies quand même l'information sur le clic ou le scroll. Nous, on a eu des mini cas d'école il n'y a pas longtemps parce qu'on fait des trucs sur les trends dangereuses. Il y en a des très drôles. Il y a ces gens qui pensaient que se faire bronzer l'anus, comme c'est le moment où c'est la partie de la peau la plus classique fine. Maintenant. Voilà, c'était excellent pour les vitamines D. Tu l'as vu, cette vidéo Combini que Booba a repostée en faisant croire qu'on disait que c'était vraiment super de se faire bronzer l'anus. Et typiquement, ça a été un petit cas où je me suis dit, bon, c'est pas possible. Il faut que même si derrière, je sais que je vais perdre en visibilité, je veux qu'il y ait écrit trends dangereuses ou en tout cas un truc similaire dans la première seconde pour pas que quelqu'un qui regarde 15 secondes de la vidéo sans aller jusqu'au bout où on dit qu'il ne faut pas le faire médicalement, tu as des médecins pour le dire, etc. Et pour pas que la personne qui regarde que 15 secondes, elle se dise, tiens, très bien. En fait, qu'il y ait plus d'ados, ça vous engage aussi, vous faites attention à ça sur les ados. Ouais, et puis au fait de... Même si on comprend qu'il y a un truc sur TikTok, par exemple, c'est quand même qu'il faut que
tu ailles regarder jusqu'au bout, parce que tu as une sorte de truc, on te dit il faut que tu aies un peu de la surprise jusqu'à la fin pour que tu entraînes les gens jusqu'à la fin. Sauf que là, le taux de complétion est très important. Sauf que parfois, il faut quand même être assez clair dès le début avec ce que tu racontes, quoi. La réalité, il faut vraiment pas tomber là-dedans, parce qu'il y a l'équilibre justement sur comment capter les gens, mais aussi sur leur donner l'information aussi concise, sérieuse, et sur des trends comme ça. C'est vrai qu'on a une grosse responsabilité, je pense, en tant que médias qui ont une crédibilité vis-à-vis des jeunes, pour contextualiser et débunker certaines choses. Je me souviens, cet été, il y en avait certains qui utilisaient de la biafine comme pour les coups de soleil. C'était une trend qui était sur TikTok. Et ben, on a essayé justement, on a pris une dermato qui a expliqué les choses, et on est très vigilant justement sur ces trends dangereuses. Et il y en a de plus en plus, et de plus en plus insolites, incroyables. Même nous-mêmes, des fois, on hallucine de ce qu'on peut voir, mais c'est des trends qui font des millions de vues. Et donc, du coup, l'idée, c'est déjà dès le début, c'est-à-dire que très vite, il faut que ça rentre très vite dans la vidéo, parce qu'on se rend compte que si tu regardes que 10 secondes, en fait, tu peux partir de là en te disant il y a cette nouvelle trend, voilà, je vais aller. Et les taux de rétention sont faibles. Faut pas qu'il y ait de malentendus, quoi. Il faut pas qu'il y ait de malentendus. Il y a des ados qui regardent ces trends, vous allez aussi les toucher, donc faites attention à ça, parce qu'on avait peut-être moins sur les plateformes un public aussi jeune qui nous engage, quoi. C'est ça, quoi. On a une responsabilité justement que s'il y a des choses comme ça, c'est pas dire, on n'est pas là pour donner des ordres ou quoi que ce soit, c'est plus conseiller de dire voilà, attention, vous avez vu ça, on a un abord journalistique, c'est d'informer, d'expliquer, contextualiser, et de faire en sorte que les gens comprennent. Ça, c'est peut-être pas forcément judicieux de le faire, parce que parfois il y a des trucs, c'est pas forcément hyper dangereux, mais rien que de leur faire comprendre que c'est pas forcément utile de le faire, c'est plutôt pas mal. Et c'est pour ça que ça doit arriver vite dans la vidéo, parce qu'on se rend compte que en fait, quand on regarde les statistiques, on a des courbes où on arrive à voir à combien de pourcents les gens décrochent dans la vidéo. Et on voit que des fois, la moitié de la vidéo, vous avez déjà la moitié des gens qui sont partis. Donc imaginez, vous donnez la solution qu'à la fin, la moitié des gens on se dit c'est super, j'ai vu sur Brut ou Combini que c'était trop cool de mettre de la biafine ou de se faire bronzer. Et je pense qu'en plus, on a un rôle un peu de curation de ce qui se passe quand même sur les réseaux, et de raconter ce qui se passe par ailleurs sur les réseaux. Et que, en tout cas, ça doit devenir une partie de notre rôle. Et il y a de plus en plus, je pense que tu vas l'aborder, mais il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui ont les mêmes, voire plus de visibilité que nous parfois, qui ont les mêmes chiffres, et qui disent pas toujours des choses justes. Donc, à la limite, si en tant que média, on peut au moins avoir ce rôle-là de curation de ce qui se passe sur les réseaux, ça me semble très important. Il y a un format qui marche le mieux, témoignage, reportage, info brut, explainer, des vidéos pédagogiques, ou c'est un peu tout qui marche? Franchement, il faut quand même. En tout cas, nous, on reste humble avec l'algorithme TikTok. Parfois, on est vraiment hyper surpris. On fait d'accord, mais oui, moi, les interviews ludiques, ça marche bien, mais le reportage et le témoignage, ça marche aussi très très bien. Donc, on peut parler un peu de l'algo qui est quand même très compliqué pour nos médias, où il y a des vidéos qui marchent très fort, puis d'autres pas du tout. Là, on a une courbe un peu plus linéaire en termes d'audience et d'abonnés sur d'autres plateformes. On commence petit, puis on grossit. Là, sur TikTok, c'est les montagnes russes. Il y a un truc que vous avez remarqué, est-ce que c'est justement le taux de complétion, le partage? Qu'est-ce qui fait que l'algo marche ou pas pour vos vidéos, vous savez? L'algo de TikTok est l'un des plus intelligents. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une journée, vous scrollez, et le lendemain, il va vous mettre tout ce que vous avez regardé la veille le plus longtemps. Donc, je dis à des amis, montre ton TikTok, ça montrera qui tu es. Parce que ça te montre en fait un peu tes centres d'intérêt. Si tu aimes beaucoup le football, obligatoirement, tu vas regarder une vidéo de foot, tu vas remarquer l'algorithme. Il y a des gens qui sont coincés dans leur algo quand même, qui n'arrivent pas à en sortir. Mais le risque, c'est ça justement. Après, c'est un vrai sujet de société au final, d'être coincé dans ses propres algos. On en a beaucoup parlé même pour la politique. C'est-à-dire, au final, on te donne que des choses pour lesquelles tu es d'accord. Je veux dire, les gens, ils sont convaincus d'une idée, on va leur promouvoir que ça dans leur fil d'actu, et au final, ils seront encore plus convaincus la veille de ça. Et la nuance n'y sera peut-être pas. Donc ça, c'est un vrai sujet de société sur les algos, ce que tu regardes, ce qu'on te propose, et qui, au final, va t'enfermer dans quelque chose, ou peut-être même parfois t'endurcir. Peut-être pas utiliser le terme radicalisé, mais parfois on n'en est pas très loin dans certains cas, honnêtement, il faut le dire. Donc le compte TikTok est très intelligent là-dessus pour comprendre ce que tu regardes. Et pour revenir sur les contenus, en fait, on voit qu'il n'y a pas un contenu défini qui peut bien marcher. Enfin, je veux dire, des fois, on va faire quelque chose en 60 secondes, on se dit ça va très bien marcher, au final, on va se casser la gueule, ça va faire 5000 vues, et le lendemain, on a un reportage de 5 minutes qui va cartonner. Donc, que ce soit la durée ou le format, ça dépend comment ça tombe. Il y a aussi le ciblage en fonction des mots-clés, des hashtags, etc. Enfin, et puis des fois, qui est lié à l'actu. Des fois, il y a des choses qui sont très particulières. On a vu sur TikTok, par exemple, je prends l'exemple, ce soir, il y a le match France-Australie.
bah, on a fait une interview de Didier Deschamps il y a un mois et demi, on a vu qu'il y avait des vidéos qui ressortaient de Didier Deschamps d'un mois et demi. Parce que l'algo a considéré qu'il y avait l'équipe de France ce soir, que ça avait marché il n'y a pas trop longtemps, et du coup il repousse. D'accord. Un des trucs qui te permet de mesurer la réussite d'une vidéo, c'est aussi à quel point elle est volée par d'autres comptes. Et le gros problème de copyright. Ouais, quand tu vois qu'elle est beaucoup volée, tu te dis ah ça c'était une bonne vidéo. Et sur les autres plateformes, YouTube, Facebook, Insta, vous adaptez, vous voyez que les algorithmes réagissent très différemment, c'est d'autres univers. Comment vous faites pour adapter vos contenus et voir les statistiques sur d'autres plateformes Franchement, en tout cas, nous, sur Instagram, c'est moins une question. C'est-à-dire qu'à la limite, on va plus utiliser Instagram pour réfléchir à nos contenus, à se dire, ah bah ça, c'est qu'on a du mal faire, ça, c'est que si ça n'a pas plu, c'est qu'il y a un truc qu'on a mal fait, quoi. On va pas utiliser TikTok comme ça. TikTok, pour nous, c'est encore, on est encore trop humble face à l'algo pour se dire, si ça n'a pas marché, c'est qu'on a raté quelque chose. Parfois, ça n'arrive tout simplement pas à toucher son audience, là où ça va faire un carton sur Instagram. On a des trucs parfois de 1 million sur Insta, 7000 sur TikTok. Enfin, vraiment, ça arrive très régulièrement. On a l'impression que chez Brut, vous distinguez vraiment les plateformes. On ne retrouve pas forcément toujours les mêmes contenus, voire loin de là, sur Snap, sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. On a l'impression que vous avez des équipes et des réflexions vraiment dédiées à chaque plateforme, non ? Il y a des équipes à chaque fois, il y a des réflexions aussi, clairement. C'est-à-dire que... Et puis même les audiences... je veux dire, on pourrait partir dans la sociologie, mais les audiences sur Snap, les personnes qui sont sur Snap sont très différentes que tu as sur Facebook ou sur Instagram. C'est parfois sur quelle plateforme tu as ton cœur d'audience qui est le plus proche de ceux qui sont plus fidèles. Parce que, par exemple, sur TikTok, tu as un nombre de non-followers du compte qui peuvent parfois être touchés par une vidéo qui est plus important que le nombre de personnes qui sont abonnées qui vont voir ta vidéo. Et ça, par exemple, sur Instagram, tu l'as beaucoup moins. C'est-à-dire que quand tu regardes les statistiques, au plus bas, tu es à 70-80%, à part quand tu as un gros hit qui va être partagé partout, mais tu es à 70-80% de gens qui sont abonnés à ton compte, et en général, la moyenne, c'est plutôt 5% de gens qui ne sont pas abonnés. Donc, c'est plutôt des gens qui suivent Brut au quotidien, qui du coup ont une exigence beaucoup plus importante en termes de... Nous, on le voit justement, c'est pour ça qu'on réfléchit par plateforme, parce que des fois, on met un contenu sur TikTok qui peut parfois être divertissant et autres, et on va le mettre sur Instagram, et les gens vont nous tomber dessus. Et c'est arrivé qu'on se dise, ah bah oui, c'était peut-être pas adapté, et il faut avoir l'humilité de dire, bah oui, des fois, on va supprimer parce qu'on se dit, il n'a pas été bien reçu, et ça nous donne une réflexion pour la fois d'après, de se dire... Et vous supprimez carrément quand c'est pas bien reçu ? Bah ça dépend, ouais, on peut le faire. Moi, je pense en disant du coup, c'est pas dans la ligne édito. En fait, ça dépend. C'est qu'on s'est gouré de diffusion. Je veux dire, qu'est-ce qui va faire qu'on va supprimer un contenu ? Et c'est sur Instagram et aussi sur les autres plateformes. C'est que des fois, on va poster un contenu et les gens dans les commentaires vont dire, mais on n'a pas compris vraiment ce truc-là. Et bah, si les gens n'ont pas compris, c'est qu'il y a un échec. Je veux dire, nous, notre travail, c'est d'essayer de faire comprendre, de contextualiser, d'expliquer une information. Donc, si les gens, en commentaire, ils nous tombent dessus en disant on comprend rien à votre vidéo, ça peut arriver. Hein. Je veux dire, l'humilité, c'est de se dire que c'est jamais parfait. Ça peut nous arriver au bout de 10 minutes de la supprimer, de repartir au montage et de se dire bon bah voilà, ça c'était pas bon, on va la refaire et on la republie après. Ou des fois un contenu qui va être mal perçu sur une plateforme. Alors après, on n'est pas non plus sous le diktat des commentaires. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens, il faut aussi prendre en compte la majorité silencieuse. Des fois, vous avez une vidéo qui fait 1 200 000 vues, vous avez 100 commentaires de gens qui vont dire ah bah c'est pas bien, etc. Mais à l'échelle des gens qui ont vu la vidéo et qui n'ont pas commenté, donc il y a une réflexion là-dessus. Mais si vous postez une vidéo au bout de 10 minutes, vous avez 300 commentaires et qu'il y en a qui sont likés 500 fois, bah là on se dit bah ouais, peut-être qu'il y a un truc qu'on n'a pas bien perçu et que la communauté, que les gens ont perçu différemment, et là il faut avoir une analyse. Mais je pense que c'est plutôt une réflexion de se dire que quand on supprime, c'est pas être lâche ou quoi que ce soit, c'est plutôt de l'humilité de se dire on s'est trompé, on supprime parce pour X ou Y raison et on va refaire mieux ou on remet pas. Très bien. On va entamer peut-être les questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ici, vous avez des micros à faire passer ou on donne les... Ah, il y a des micros qui arrivent, je crois. On remarque que c'est une petite salle, mais il y a un micro qui arrive quand même. On a 10 minutes, n'hésitez pas à poser vos questions. Ici, là. Pour la prochaine. Bonjour à tous. Moi, ma question s'adresse aux deux intervenants. J'aimerais juste savoir, au-delà de tout ce que vous avez expliqué, comment considérez-vous Hugo Décrypte par rapport à vos médias et votre ligne éditoriale? Est-ce que c'est un concurrent? Sans que ce soit un problème du tout. Ouais, Hugo Décrypte, c'est un concurrent. Hugo Décrypte, c'est un média. Hein. Enfin, je veux dire, il y a Media One derrière. C'est
c'est un vrai média, il n'est pas tout seul, quoi. Donc oui, bien sûr, c'est un concurrent. On l'a vu pendant la présidentielle enfin, tu vois, c'était indéniable. Et il produit de l'info de qualité. Parfois, il peut être inspirant sur certains formats. On regarde. Enfin, en tout cas, on est très curieux de ce qu'il fait. Et c'est intéressant de voir comment il a évolué. Et justement, par exemple, c'est quelqu'un sur TikTok qu'on a énormément regardé en début d'année dernière parce qu'il a pris un virage peut-être un peu avant nous, enfin en tout cas avant nous Combini, peut-être même un peu avant vous. On l'a vu tout d'un coup décoller avec ce truc justement de dire qu'il faut informer et de partir sur de l'info assez pure. On s'est rendu compte que ça a rencontré son public, mais très fort. Donc ça a été évidemment quelqu'un de nous qu'on a regardé sur TikTok et que nous, on considère comme un concurrent. Ouais. En toute amitié. On a beaucoup d'échanges à tel point que hier, on a discuté pendant 2 heures, on s'est rencontrés, on discute régulièrement. C'est un ami, moi je le connais depuis 6 ans, on s'est à peu près lancé au même moment. Lui s'était lancé sur sa chaîne et moi je m'étais lancé en indep. Je pense que tu t'en souviens, Aurélien, quand j'avais commencé sur Periscope à l'époque avant de rejoindre Brut. Et du coup, on échange régulièrement parce que c'est intéressant. On peut se dire concurrent en soi, oui, parce que aujourd'hui, il est considéré par certaines plateformes comme un créateur, mais c'est devenu un média. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent justement dans cet entourage-là. Que quand moi, je couvrais, il y avait le Eleven All-Star avec le match des youtubeurs entre France et Espagne ce week-end. Il avait une équipe qui était aussi présente, donc il a aussi des gens qui travaillent avec lui. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Il y a des gens qui me disent, ouais, parce qu'on parle d'autres concurrents, on parle de fois de Combini, de Loopsider ou d'autres. Mais moi, je trouve qu'au contraire, déjà, il faut de la pluralité, il en faut pour tout le monde. Et puis, au-delà de ça, c'est un challenge aussi, c'est de se booster, à être, de se challenger, d'être toujours réactif, d'être bon face au traitement de certaines infos. Des fois, on regarde d'autres formats, puis on se dit, ah bah ouais, ils l'ont fait, c'est pas mal. Ouais. Il incarne tout, et vous incarnez pas trop finalement chez Brut. On t'entend beaucoup sur les lives, Rémi était connu pour ça. Tu apparais un peu de temps en temps, mais vous, depuis Hugo Clément, on voit moins de journalistes qui incarnent. Désolé de remuer le couteau dans la plaie, mais on voit moins de plaie. Vous mettez en avant les interviewés et pas le. Oui, et je pense que d'ailleurs Hugo Clément a été plutôt genre une exception dans toute l'histoire de Combini que le contraire, parce que Combini ça existe quand même depuis 2008 et puis il y a des vidéos depuis 2014-2015 et Hugo il est resté 1 an et demi en fait. Mais c'est quand même un truc apporté par TikTok dont on n'a pas parlé, l'incarnation, et que nous c'est une question avec laquelle on s'est pris la tête toute l'année dernière, qu'on commence à bouger un petit peu parce que on était dans un truc sans incarnation. On va incarner de plus en plus avec des gens en interne. Mais effectivement, la question d'Hugo Décrypte, nous, pendant 6 mois, ça a été un petit peu de se dire, bon, bah, Hugo, l'une des raisons pour lesquelles ça marche, c'est que les gens, ils s'identifient, ils voient sa tête. Après, Hugo ne peut plus être malade. Hugo ne peut plus rien faire parce que si tu as des conférences où il ne peut plus venir puisqu'il fait tout. Et il essaie de pousser un peu son équipe. Et après, je suis complètement d'accord avec Rémi sur le côté, oui, on parle de concurrence, mais je pense que la pluralité est hyper importante. On n'a finalement pas du tout la même identité, que ce soit nous avec Brut ou même avec Hugo Décrypte. C'est quand même... Enfin voilà, je pense qu'il y en a pour tous les goûts et que c'est pas comme si non plus les médias se bousculaient au portillon pour parler à des générations un petit peu plus jeunes. Ouais, excusez-moi, une autre question. Il faut qu'on enchaîne parce qu'il y a beaucoup de questions. Ouais, rapide, juste une. On va essayer de répondre rapidement. Je réponds rapidement. Je voulais pas vous parler de concurrence, mais plutôt d'inspiration. On va dire que c'est la question R&D créative. Je suis assez impressionnée, Combini, par votre capacité à vous renouveler, à proposer de nouveaux formats. Comment, au-delà des équipes aujourd'hui que vous devez avoir, qui sont intégrées sûrement chez Combini et Brut, comment est-ce que vous vous inspirez, comment est-ce que vous faites de la veille justement sur des nouveaux formats qui sont pas forcément de l'info au départ, mais qui pourraient être transposables sur de l'info, news, société. Je pense qu'il y a un truc qu'a dit Rémi tout à l'heure qui est intéressant, et je pense que le format court permet un petit peu ça, c'est que effectivement là tout le monde a des idées, et qu'un des trucs, je pense, de médias comme les nôtres, c'est que les idées sont un peu bienvenues d'où est-ce qu'elles viennent. Je vais pas réussir à faire cette phrase. En tout cas, il y a ça déjà, je pense, qui est pas présent tout à fait partout. Et après, on a beaucoup de veille, effectivement, on regarde beaucoup ce qui se passe quand même un peu aux États-Unis. Tataki, on les a regardés grandir sur TikTok en se disant ouais, c'est trop beau ce qu'ils font. En plus, ils ont une manière de parler c'est vraiment super. Donc voilà, mais effectivement, après, c'est de la veille assez classique. On regarde Complexe, nous, de notre côté, aux États-Unis aussi. Et on regarde beaucoup Brut. Et on va laisser peut-être une dernière question, Marie, pour deux dernières questions, parce qu'on doit vraiment rendre la salle dans 3 minutes. Ma question, elle est très courte, Marie. Vous avez mentionné un outil que vous utilisez. Juste comment vous l'orthographiez, l'outil? Airtable. AIRTABLE.
Allez, une dernière question encore, et comme ça, c'était rapide là cette fois. Hein. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Alors j'ai une petite question pour vous. Donc vous faites souvent aussi des teasers pour vos contenus qui sont beaucoup plus longs sur les réseaux. Est-ce que vous avez l'impression que ces teasers, qui sont courts souvent d'une minute, attirent justement les publics, souvent jeunes, et face à ces vidéos assez courtes, à ces reels, vers ces vidéos longues? Je pense notamment à Brut qui fait souvent des reportages de 30 minutes parfois. Et peut-être aussi une autre question en même temps. Est-ce que le risque de vidéos trop courtes qui peuvent aussi être adaptées à un algorithme pour essayer aussi de monétiser correctement les vidéos, est-ce que ça peut empiéter sur la qualité de l'information? Et est-ce que la simplification de l'information ne risque pas justement de simplifier aussi la compréhension de cette information et peut-être de transmettre de façon un petit peu maladroite l'information? Alors, sur la première question, on voit que la conversion, elle est quand même importante. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on met des teasers parfois de 30-45 secondes pour rediriger vers Brutix et plus récemment sur notre application qui est devenue un enjeu majeur de développement vu que maintenant on a une app où tout est réuni dedans, c'est-à-dire Brutix, BrutLive. Et on voit que justement, il y a pas mal de gens qui vont aller derrière regarder les documentaires qu'on laisse en accès libre ou payant à l'avenir. Et sur la question de l'éditorial, en fait, c'est une question qu'on se pose à chaque fois, mais c'est pas de faire le plus court. C'est-à-dire que moi, par exemple, je valide les sujets toute la journée et parfois, voilà, il fait 50 secondes et je regarde, et il manque certaines choses. On va pas se dire, c'est bon, ça fait 50 secondes, c'est bien, plus c'est court, mieux c'est. On va rajouter des cartons, quitte à ce qu'on soit à 1 minute 20, 1 minute 30, ou même des fois, de se dire, et c'est déjà arrivé, qu'on fasse le montage, que tout soit prêt, et puis on regarde la vidéo, mais en fait, non, il manque des trucs, ça va pas. Donc on le passe en format long de 3-4 minutes. Donc c'est une réflexion, une exigence qu'on a vraiment au quotidien de se dire que ok, il y a des formats courts, mais ces formats courts ne doivent pas être au détriment de l'information. Et moi, j'ai plutôt espoir même de dire que ça va être une porte d'entrée de l'information pour ceux qui ont peu de temps à y accorder. Moi, je crois qu'il y a des gens qui ont pas trop envie de s'informer, mais quand même un petit peu de savoir ce qui se passe, surtout dans ces périodes un peu de crise. Ils regardent un sujet qui dure 1 minute, 1 minute 30, et peut-être ça va donner l'appétit derrière de regarder un 5-6 minutes, un documentaire ou autre. Donc j'y crois. Ouais, pareil, moi j'estime vraiment que le format 1 minute, c'est une porte d'entrée sur des thèmes. Nous, en l'occurrence, on parle plus de trucs de société, mais c'est vraiment il faut le voir comme une porte d'entrée. Et je pense qu'il faut faut que ce soit un peu clair pour tout le monde que ça l'est. Après, je suis pas sûre que la simplification des propos tient tant à la brièveté d'une vidéo que ça, parce qu'il y a des choses que tu peux très bien expliquer en 1 minute. Il suffit de pas prendre un sujet trop large, et je pense que la simplification et la polarisation des débats, c'est pas tant à la brièveté des vidéos que ça tient qu'à justement la polarisation des positions tenues ou à une forme de débat qui est un peu poussé par les réseaux sociaux aussi, mais qui est plus dommageable que la brièveté des contenus. Et pour répondre sur la question sur les teasers, on est très content parce que YouTube est en train de développer un truc qui va permettre de pouvoir cliquer sur un lien une fois que tu as mis un teaser, ce qui est très cool parce qu'effectivement, on perd des gens quand même. On a un taux de transformation qui n'est pas si dingue que ça et on perd des gens quand même entre le court et le long. Et le jour où on pourra cliquer, je pense que ça fera une différence. On n'a pas beaucoup parlé de YouTube, mais Short, c'est un énorme programme chez YouTube actuellement, donc leur Reels à eux, qui va beaucoup se développer. Merci les 14h55, merci pour votre accueil. Merci Marie, merci Rémi.